Les employeurs qui souhaitent aménager le temps de travail disposent de deux modalités. Soit ils négocient un accord collectif, soit ils le font sans accord collectif. Jusqu'avant la loi travail, il leur était possible d'aménager le temps de travail sans accord collectif sur une période de 4 semaines au plus, exemple, 3 semaines à 39 heures et une quatrième semaine à 23 heures. Avec un accord collectif, l'aménagement était possible sur une année au maximum et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était alors de 1607 heures par an ou moins selon les accords collectifs. Il faut savoir que la loi El Khomri assouplit les marges de manœuvre des employeurs. Dorénavant, sans accord collectif, il sera possible dans les entreprises de moins de 50 salariés d'aménager le temps de travail sur une période d'au plus 9 semaines. Exemple, 8 semaines à 35 heures 30 minutes et la 9e semaine à 15 heures. Ou bien aussi 42 jours de travail à 7h30 par jour, suivi de 3 jours de repos, le tout bien sûr sans déclenchement d'heures supplémentaires, ce qui est le propre d'un système d'aménagement du temps de travail. Attention, dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'aménagement sans accord est toujours possible, mais dans la limite de 4 semaines. Pour eux, rien ne change, vous l'avez compris. Avec accord collectif, il sera possible d'aménager le temps de travail sur une période qui pourra aller jusqu'à 3 ans. Attention, il y aura une condition à cela, il faudra qu'un accord de branche autorise expressément cette modalité. Toutes les autres dispositions sur l'aménagement du temps de travail restent inchangées, sauf une chose, tout de même à vous signaler, la loi El Khomri supprime l'obligation pour les entreprises qui appliquent des accords de modulation conclus avant le 21 août 2008 de fixer un programme indicatif de la répartition du travail. Cela a son importance pour les employeurs qui jusqu'à présent risquaient de se faire retoquer par les juges lorsqu'ils ne prévoyaient pas ce programme. Vous connaissez le principe de l'astreinte qui impose à un salarié de rester à disposition de son employeur en dehors de son temps normal de travail pour être prêt à intervenir en cas de problème. La loi El Khomri modifie la définition de l'astreinte telle que nous la connaissions jusqu'alors en l'assouplissant. Une période d'astreinte s'entend désormais, je vous cite le Code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, se trouve en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La nouveauté de la loi, c'est que l'astreinte peut désormais être effectuée en tout lieu, sauf sur le lieu de travail, alors qu'auparavant, il était exigé qu'elle se déroule au domicile ou à proximité du domicile du salarié. La notion de domicile a donc disparu, cela donne plus de liberté aux salariés pendant cette période. Toutes les autres dispositions sur l'astreinte restent inchangées. Et c'est bien dommage. On aurait bien voulu que la loi trouve enfin une solution au casse-tête du respect des temps de repos avec les temps d'intervention. Eh bien, rien de tout cela dans la loi. En réalité, en matière d'astreinte, et il faut quand même en avoir conscience, la France reste toujours dans une situation contradictoire avec le droit européen, et ce pour au moins 3 raisons. Premièrement, parce que pour le droit européen, l'astreinte n'existe pas. En deuxième lieu, parce que selon le Comité européen des droits sociaux, l'assimilation des périodes d'astreinte à du temps de repos constitue une violation de l'article 2.1 de la Charte sociale européenne et porte atteinte au droit à une durée raisonnable du travail. Et en troisième lieu, enfin, parce que les temps d'intervention pendant la période d'astreinte ne permettent pas toujours aux salariés de respecter les temps de repos obligatoires. 11 heures de repos consécutifs entre 2 journées de travail et 35 heures entre 2 semaines de travail. Donc, pour résumer et finir cette vidéo, au-delà de la modification liée à la définition de l'astreinte, cette notion reste toujours à suivre de près parce que source de conflits et de contentieux. S'il me fallait résumer en 2 phrases l'impact de la loi El Khomri sur les forfaits jours, je vous dirais en premier lieu que cette loi sécurise la pratique du forfait jour sans remettre en cause les accords collectifs existants, et en second lieu qu'elle réaffirme l'importance des outils de contrôle et d'un réel suivi de la charge de travail. De manière plus détaillée, je rajouterai que la loi n'a pas changé le fond de la logique juridique des forfaits jours. Il faut toujours un accord collectif à la base pour que ce type de forfait puisse être proposé à un salarié. Il faut toujours que l'accord précise les catégories de salariés concernés. On est toujours sur une limite de 218 jours travaillés par an. Et enfin, il faut toujours l'accord écrit du salarié. Alors, quelles sont les nouveautés de la loi ?
Elle complète le contenu des accords collectifs en prévoyant de nouvelles clauses obligatoires, la période de référence du forfait qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs, et une autre clause très pratique qui concerne les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période. Enfin, l'accord doit aussi prévoir des mentions spécifiques relatives à la charge de travail et au droit à la déconnexion. Si ces clauses ne figurent pas dans les accords, cela ne remet pas en cause les conventions de forfait conclues avec les salariés dès lors que l'employeur prend le soin d'établir un document de contrôle qui mentionne le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, sachant que le document peut aussi être établi par le salarié lui-même, et dès lors que l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, 11 heures entre 2 jours de travail et 35 heures entre 2 semaines de travail. Et enfin, dès lors que l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évaluer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Voilà pour les forfaits jours. On se retrouve sur une autre séquence, très vite. Les heures supplémentaires ont-elles été modifiées avec la loi El Khomri du 8 août 2016 ? Au risque de vous décevoir, rien n'a été modifié, ou presque. Les heures supplémentaires sont toujours celles qui sont réalisées au-delà de 35 heures ou au-delà de la durée considérée comme équivalente. Elles sont toujours contingentées, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, elles déclenchent un droit à repos, en plus des majorations de salaire. Elles sont toujours majorées en principe à 25% pour les 8 premières heures et à 50% au-delà. Alors, me direz-vous, que nous apporte la loi El Khomri ? Elle nous apporte un point très important, le principe de la primauté de l'accord d'entreprise sur la loi et sur l'accord de branche. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Alors en pratique, cela veut dire qu'un accord d'entreprise majoritaire, c'est-à-dire un accord qui a été signé entre un employeur et des délégués syndicaux, qui totalise 50% des voix au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, peut prévoir un taux de majoration inférieur à 25 et 50%, avec un seuil minimum tout de même de 10% de majoration. Oui, vous avez bien compris, un accord d'entreprise peut se révéler moins favorable pour les salariés que ce que prévoit la loi, une convention collective ou un accord de branche. Mais est-ce vraiment une nouveauté ? Pas vraiment. La seconde loi sur les 35 heures du 19 janvier 2000 prévoyait déjà la possibilité pour les accords d'entreprise de prévoir des taux de majoration inférieurs aux taux légaux ou aux taux conventionnels. Mais depuis 2000, rares sont les entreprises et les branches qui ont négocié des taux de majoration inférieurs à 25%. Alors, quel sera l'impact de cette possibilité réaffirmée par la loi nouvelle ? À suivre donc. Lorsqu'un accord collectif est dénoncé ou mis en cause et n'est pas remplacé par un accord de substitution, il cesse tous ses effets au terme de la période de préavis puis de survie de 12 mois. Cependant, les salariés qui bénéficiaient de cet accord collectif dénoncé ou mis en cause vont conserver certains avantages issus de cet accord. Jusqu'à la loi du 8 août 2016, il s'agissait des avantages individuels acquis résultant de l'accord dénoncé ou mis en cause, par exemple les congés supplémentaires prévus par l'accord. La loi Travail du 8 août 2016 met fin à la notion d'avantage individuel acquis et la remplace par le droit des salariés de conserver la rémunération perçue en application de l'accord. Selon le nouveau texte légal, les salariés conservent, en application de l'accord dénoncé ou mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Les salariés bénéficiaires de l'accord dénoncé ou mis en cause ont donc droit, au terme de l'accord dénoncé ou mis en cause, à une garantie de rémunération. Par exemple, le montant de la prime d'ancienneté ou de 13e mois prévu par l'accord. Contrairement aux avantages individuels acquis, cette garantie porte uniquement sur un montant financier, pas sur des avantages tels que des congés. Ce montant de rémunération, garanti, correspond à celui perçu par les salariés en application de l'accord au cours des 12 mois précédant la cessation de l'accord, c'est-à-dire pendant la période de survie de l'accord. Le calcul devra donc être effectué pour chaque salarié en fonction des avantages conventionnels dont il bénéficiait au regard de ses bulletins de paye sur les 12 mois écoulés. De nombreuses questions se posent sur la façon dont il faut réaliser le calcul de son montant garanti. Par exemple,
lorsque le salarié aura été absent pour maladie au cours des 12 mois, ou bien en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires qu'il aura effectuées sur la période. Une fois calculé le montant de rémunération garantie, il paraît possible de le verser sous forme d'une prime forfaitaire annuelle, d'un montant global, mais là encore, le texte n'est pas précis. Les interrogations restent nombreuses et seront probablement source de contentieux à l'avenir. Elles incitent à conclure pendant la période de survie, ou même avant la mise en cause, comme cela est désormais possible grâce à la loi travail, un accord collectif de substitution évitant le versement de cette garantie de rémunération. En France, il y a plus de 10 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises appartenant à des groupes. Comme le législateur a voulu favoriser la mobilité au sein des différentes entreprises des groupes, il a décidé de renforcer la possibilité de conclure des accords de groupe. Tout d'abord, en ce qui concerne les sujets qui peuvent faire l'objet d'un accord de groupe. Auparavant, il y avait toujours une ambiguïté sur le point de savoir si un accord de groupe pouvait traiter de tous les sujets ou si il pouvait traiter de sujets que lorsque le législateur le prévoyait expressément. Désormais, c'est clair, dans tous les domaines où il peut y avoir une négociation d'entreprise, il peut également y avoir une négociation de groupe. Il y a un deuxième sujet très important, c'est vous savez que les entreprises doivent conduire des négociations obligatoirement sur un certain nombre de thèmes. Dans les entreprises appartenant à des groupes, cela s'avère parfois un peu factice, car en réalité, les décisions les plus importantes, notamment sur les augmentations collectives de salaire, sont prises au niveau du groupe. Et là, le législateur a prévu que dans certaines hypothèses que je vais évoquer, l'entreprise va être exonérée de l'obligation de mener une négociation annuelle au niveau de l'entreprise parce que soit un accord de méthode au niveau du groupe a prévu que ce domaine de négociation serait traité uniquement au niveau du groupe, soit lorsque, au niveau du groupe, le domaine en question a déjà fait l'objet d'un accord. Donc, ce sont deux exceptions qui permettent d'éviter des négociations annuelles au niveau de l'entreprise lorsque le niveau de décision est souvent au niveau du groupe. La troisième chose, et c'est là où l'accord de groupe prend toute sa puissance, c'est qu'auparavant, il y avait toujours des difficultés d'articulation entre les dispositions figurant dans des accords d'entreprise et les dispositions figurant dans des accords de groupe. Aujourd'hui, si l'accord de groupe le prévoit expressément, il peut se substituer aux accords de niveau inférieur, c'est-à-dire aux accords d'entreprise, qu'ils soient antérieurs à la conclusion de l'accord de groupe ou postérieurs à l'accord de groupe. C'est dire que sur un certain nombre de sujets, l'accord de groupe figera au niveau de l'ensemble du périmètre du groupe objet de l'accord les dispositions applicables aux salariés. Enfin, la loi a prévu de sécuriser les modalités de calcul de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe. Vous savez que la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'un accord de groupe suppose que les organisations syndicales signataires aient atteint un certain seuil de représentativité, 30% jusqu'au 1er janvier 2017 ou 1er janvier 2019 en fonction de l'objet de l'accord. Afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales, la loi précise qu'il faut prendre le résultat des dernières élections intervenues au sein de chacune des entreprises qui rentrera dans le périmètre de l'accord de groupe. Il y a une exception. Dans l'hypothèse où il y a déjà un accord de groupe qui a été conclu au même périmètre, c'est-à-dire incluant les mêmes entreprises, dans ce cas-là, les règles de représentativité devront se référer aux résultats des élections au cours du cycle précédent, de sorte qu'il y ait une certaine continuité de prise en compte de la représentativité des organisations syndicales. Par décision du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel avait reconnu comme inconstitutionnelles certaines dispositions du Code du travail
relative à la contestation de l'expertise CHSCT par l'employeur. Dans ce contexte, la loi dite Travail du 8 août 2016 a encadré les modalités de cette contestation qui permettent désormais aux différentes parties prenantes d'être davantage sécurisées en cas de contestation de l'expertise CHSCT. Quand un CHSCT décide de recourir à une expertise en cas de risque grave ou pour l'assister dans sa consultation sur un projet important, l'employeur peut toujours contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, son étendue ou encore son délai de réalisation. Pour cela, l'employeur doit impérativement saisir le tribunal de grande instance en la forme des référés dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT. Jusqu'à présent, l'employeur n'était pas vraiment tenu par un délai particulier et devait simplement veiller à contester l'expertise dans un délai raisonnable. Cette saisine suspend jusqu'à la notification du jugement la mise en œuvre de l'expertise ainsi que les délais de consultation du CHSCT. Si le comité d'entreprise était par ailleurs consulté sur le même projet, ces délais de consultation seront également suspendus. Le juge statue en principe dans un délai de 10 jours et sa décision n'est plus susceptible d'appel, mais peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Jusqu'à présent, le coût de l'expertise CHSCT pouvait rester à la charge de l'employeur, même en cas d'annulation de l'expertise par le juge. Désormais, si l'expertise est définitivement annulée, les sommes éventuellement perçues par l'expert devront être remboursées à l'employeur. La loi Travail autorise toutefois le comité d'entreprise à prendre en charge les frais d'expertise sur sa subvention de fonctionnement. Enfin, l'employeur peut aussi décider de contester le coût final de l'expertise une fois celle-ci achevée. Il dispose là encore d'un délai de 15 jours pour saisir en ce sens le tribunal de grande instance. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé du coût final de l'expertise. Ces nouvelles règles s'appliquent de la même manière si l'expertise est votée par une instance de coordination des CHSCT pour l'assister dans sa consultation au titre d'un projet important concernant plusieurs établissements de l'entreprise. En revanche, elle ne s'applique pas à la contestation de l'expertise du CHSCT votée dans le cadre d'un PSE qui obéit quant à elle à un régime propre. La loi Travail a profondément réformé la négociation collective. L'objectif est de favoriser la construction d'un véritable droit conventionnel. Alors, quelles sont les nouvelles règles à prendre en compte pour négocier un accord ? Tout d'abord, il y aura lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, de convoquer les organisations syndicales représentatives pour négocier sur les thèmes concernés. À défaut de délégué syndical, vous aurez toujours l'option de vous tourner vers vos élus, mandatés ou non, voire des salariés mandatés, d'autant que ces modes supplétifs de négociation sont facilités par la loi Travail. Afin d'encadrer le déroulement de la négociation, vous pourrez conclure un accord collectif et y préciser les principales étapes de la négociation, les moyens des parties, la nature des informations partagées, etc. À défaut, vous devrez vous référer à l'accord de branche qui doit définir la méthode de négociation quand les entreprises n'ont pas conclu d'accord de méthode. Une fois la négociation engagée, il faut bien veiller à inclure dans votre accord un préambule présentant le contenu et les objectifs de celui-ci, les conditions de suivi de l'accord ainsi que des clauses de rendez-vous. Ces clauses sont obligatoires, mais leur absence n'entraîne pas la nullité de l'accord. Prenez également soin de bien préciser la durée de votre accord qui, comme par le passé, peut être à durée indéterminée ou déterminée. Si vous ne précisez rien, votre accord sera conclu pour une durée de 5 ans. Il cessera ensuite de produire ses effets et ne pourra plus se transformer en accord à durée indéterminée. Une fois l'accord conclu, il sera soumis aux nouvelles règles de majorité. Il devra désormais être signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50%. Ce seuil s'appréciant en fonction des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs. Par ailleurs, vous pourrez être amené à devoir organiser un référendum au sein de votre entreprise si les organisations syndicales ne recueillent qu'entre 30 et 50% des suffrages et qu'elles demandent à faire valider l'accord par une consultation des salariés. Quand est-ce que ces nouvelles règles s'appliquent ? Elles s'appliquent depuis le 10 août aux accords de préservation et de développement de l'emploi, à compter du 1er janvier 2017 pour les accords sur la durée du travail et les congés, enfin à partir du 1er septembre 2019 pour les autres accords. Certains accords restent soumis à des règles propres comme le protocole d'accord préélectoral ou les PSE. Enfin, les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles existant aujourd'hui devront être accomplies. En plus, l'accord devra être publié en ligne dans une base de données nationale. Sachez toutefois que les organisations signataires peuvent demander la publication d'une version anonymisée.
La loi travail du 8 août dernier vient fixer les modalités de fonctionnement du CPA qui avait été introduit par la loi Rebsamen du 17 août 2015 et qui sera effectif au 1er janvier 2017. Ce nouveau compte a pour objectif de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire, tout en sécurisant son parcours professionnel, en supprimant les obstacles à la mobilité et en contribuant ainsi au droit à la qualification professionnelle. Tout actif âgé de plus de 16 ans pourra ouvrir un CPA qui sera fermé au décès du titulaire. Il s'agit donc d'un compte directement lié à la personne et non plus à sa vie professionnelle. Le CPA est conçu comme un attribut de la personne. Il est ouvert par toute personne âgée d'au moins 16 ans, fermé lors de son décès, et ce compte pourra donc être ouvert par toute personne occupant un emploi, à la recherche d'un emploi, ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail, un ESAT. Les personnes ne se trouvant pas dans l'une de ces situations ou ayant fait valoir leur droit à la retraite pourront tout de même ouvrir et ou accéder aux services proposés dans le cadre du CPA, mais dans une moindre mesure. L'une des innovations de ce compte est la reconnaissance de l'engagement citoyen du titulaire au travers des actions de bénévolat associatif qui vont permettre d'acquérir un certain nombre d'heures de formation dans le cadre du nouveau compte. Il s'agit là du CEC, le compte d'engagement citoyen. Le CPA est conçu comme un réceptacle qui regroupe 3 comptes. On y trouve le compte personnel de formation, le CPF. On y trouve également le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, et le nouveau compte d'engagement citoyen. Le fonctionnement du CPF ne change pas. Les points acquis sur le C3P vont pouvoir être convertis en heures de formation et mobilisés au titre du CPF en vue d'accéder à un poste moins exposé à des facteurs de risque. Les activités de volontariat, autrement dit les services civiques, réserves militaires, voire encore fonctions de maître d'apprentissage et de bénévolat associatif, seront recensées dans le CEC et permettront d'obtenir des heures de formation mobilisables au titre du CPF, là encore selon des règles de mobilisation spécifiques. Le CPA, c'est également une plateforme numérique qui est matérialisée par un accès à une plateforme en ligne qui permettra également l'accès à plusieurs services, tels que des informations sur les droits sociaux, la consultation des bulletins de paye dès lors qu'ils auront été transmis par voie électronique par l'entreprise employeur, mais aussi des informations utiles à la sécurisation des parcours ou à la mobilité professionnelle et ou géographique du titulaire du compte. Le CPA devrait à terme être accessible sous la forme d'une application numérique accessible sur nos smartphones. Avant de parler de responsabilité sociale des plateformes collaboratives, il convient au préalable de préciser en 2 mots la notion de plateforme. Une définition nous est donnée par le Code général des impôts selon laquelle constituent de telles plateformes les entreprises qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. C'est l'article 242 bis du Code général des impôts. Dans cette relation triangulaire qui permet la mise en relation entre des prestataires de services et des consommateurs, la responsabilité sociale des plateformes collaboratives, qui a été consacrée par le législateur, vise à sécuriser le statut de ces travailleurs qui recourent quasi exclusivement à l'utilisation de ces plateformes pour développer leur chiffre d'affaires. Partie 7 du Code du travail, titre dédié aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. La loi travail du 8 août dernier a ainsi créé un titre dédié aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique dans la partie 7 du Code du travail relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités. Les travailleurs des plateformes collaboratives voient ainsi apparaître les prémices d'un statut social et la protection qui va avec, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur dépasse un seuil fixé par décret qui devrait paraître prochainement. À savoir la possibilité de souscrire une assurance volontaire en matière d'accident du travail. Jusqu'à présent, les travailleurs indépendants n'étaient pas couverts par l'assurance accident du travail, maladie professionnelle, comme le sont les salariés. Ils auront désormais la possibilité de souscrire une assurance couvrant ce risque ou d'adhérer à l'assurance volontaire prévue. Il reviendra à la plateforme collaborative de prendre en charge leurs cotisations dans la limite d'un plafond qui sera fixé par le décret à venir.
La plateforme pourra également décider de souscrire un contrat collectif comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accident et auquel le travailleur sera libre d'adhérer ou non. Le droit d'accès à la formation professionnelle continue est désormais prévu pour les indépendants qui recourent à des plateformes collaboratives avec un versement de la contribution légale permettant de financer ces formations prévues par la plateforme. Enfin, le bénéfice de la validation des acquis d'expérience, la VAE, avec une prise en charge par la plateforme des frais d'accompagnement pour accompagner le collaborateur dans son passage d'examen lui permettant d'obtenir cette certification via la VAE. Ces 3 mesures ne pourront s'appliquer qu'à la condition de la réalisation d'un certain chiffre d'affaires réalisé par le travailleur, ce chiffre d'affaires devant être supérieur à un seuil qui sera prochainement précisé par un texte d'application. Enfin, la loi travail reconnaît également un nombre de droits collectifs au profit des utilisateurs de plateformes collaboratives. Il s'agit d'abord du droit de participer à un mouvement de refus de fourniture de services en vue de défendre des revendications professionnelles. Il s'agit également du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir ses intérêts collectifs. Après les lois du 5 mars 2014 et du 17 août 2015, la loi travail vient intégrer de nouveaux outils et usages numériques dans l'ordonnancement juridique des relations de travail et plus particulièrement en matière de formation professionnelle. C'est ainsi notamment la formation multimodale, également dénommée formation ouverte et ou à distance, la FOD, qui a été reconnue dans le Code du travail comme une modalité pédagogique à part entière, pouvant être dispensée tant dans le champ de la formation professionnelle continue que dans celui de l'apprentissage. La spécificité de la FOD repose sur 2 caractéristiques. Premièrement, la durée de la formation qui peut être estimée et deuxièmement, le stagiaire qui doit réaliser des travaux pendant sa formation. Ainsi, afin de sécuriser la traçabilité des temps de formation effectués à distance, en prenant en compte une durée estimée et non pas nécessairement réalisée, la preuve du bon suivi de la formation est établie à l'appui des travaux réalisés par le bénéficiaire, ainsi que des évaluations qui auront été effectivement réalisées par l'organisme de formation. Dans le cadre d'une formation digitale, l'assiduité du stagiaire ne peut être justifiée que par des feuilles d'émargement. En effet, ces dernières disparaissent nécessairement au profit de justificatifs d'assiduité qui sont demandés par les financeurs et notamment les OPCA. À cet égard, les textes réglementaires pris en application de la loi du 5 mars 2014 ont précisé les types d'informations et les documents permettant de démontrer la réalité des séquences de FOD. Et ça, c'est très spécifique par rapport à des formations en présentiel. Ainsi, l'établissement d'un programme pédagogique comportant un certain nombre de mentions particulières, ainsi que la formalisation d'une attestation d'assiduité indiquant la durée estimée de la formation, le nombre et la nature des travaux rendus par le stagiaire, ainsi que sa participation à des évaluations organisées par l'organisme de formation, ainsi que le cas échéant des précisions sur les modalités d'encadrement pédagogique, mais également techniques, éventuellement qui peuvent être proposées par l'organisme de formation, sont autant d'éléments d'information qui permettent de démontrer la réalisation d'une action de formation à distance et répondre ainsi à la nouvelle exigence légale. Alors attention, pour l'organisme de formation, il conviendra de veiller à conserver les pièces justificatives, autrement dit les travaux réalisés par le stagiaire et les évaluations par l'organisme de formation pendant une durée d'au moins 4 années à l'issue de la formation. Cette durée correspond à la durée pendant laquelle l'organisme de formation pourrait être contrôlé par l'administration au regard de son activité de formation professionnelle. La loi travail du 8 août 2016 a réformé la définition du motif économique de licenciement. Elle autorise également la mise en œuvre de licenciements économiques avant une reprise d'activité en portant transfert automatique des contrats de travail. L'objectif de la loi est de sécuriser le droit du licenciement économique en précisant les contours du motif économique. Elle cherche aussi à favoriser la reprise de sites en fermeture sans imposer aux repreneurs de reprendre l'intégralité de l'effectif. 4 motifs sont désormais prévus par le Code du travail. Jusqu'à présent, le motif économique de licenciement devait être justifié par soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques. La loi ajoute désormais 2 motifs supplémentaires issus de la jurisprudence.
Premier motif supplémentaire, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Selon la jurisprudence antérieure, il s'agit de la possibilité pour l'entreprise de s'adapter par anticipation pour éviter des difficultés économiques. Il faut donc démontrer que la santé économique et financière de l'entreprise est menacée et qu'elle risque de connaître des difficultés économiques certaines si elle ne se réorganise pas. Deuxième motif, intégré dans la définition légale, la cessation d'activité de l'entreprise. Celle-ci peut également constituer un motif économique de licenciement, mais à deux conditions. Elle ne doit pas être due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable. La notion de difficulté économique est également précisée. La loi énumère désormais des critères dont l'évolution significative permet de justifier des difficultés économiques. Le licenciement économique peut donc être justifié par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou encore une dégradation de trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Ces critères restent toutefois indicatifs et vous pouvez utiliser d'autres critères comptables et financiers. Le critère de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires doit être constaté sur une durée qui varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, pour une entreprise de moins de 11 salariés, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires doit être établie pendant un trimestre. Pour une entreprise de 11 à 49 salariés, au cours de 2 trimestres. Pour une entreprise de 50 salariés à moins de 300 salariés, 3 trimestres consécutifs. Et pour une entreprise d'au moins 300 salariés, il doit être établi au cours de 4 trimestres consécutifs. La loi El Khomri modifie 2 points importants en matière de santé au travail. Tout d'abord, elle modifie la visite médicale d'embauche qui devient une simple visite d'information et de prévention. Ensuite, elle harmonise l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. Commençons tout d'abord par les visites médicales. Jusqu'à présent, lorsqu'un employeur embauchait un salarié, il devait lui faire passer une visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail et avant la fin de la période d'essai. Pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, par exemple les femmes enceintes, cette visite devait obligatoirement avoir lieu avant l'entrée du salarié dans l'entreprise. La loi El Khomri supprime cet examen systématique et prévoit de le remplacer par une simple visite d'information et de prévention qui sera organisée après l'embauche. La loi modifie aussi les visites périodiques. Jusqu'à présent, les visites périodiques avaient lieu en principe tous les 2 ans. La nouvelle loi prévoit que le suivi médical des salariés aura désormais une périodicité qui prendra en compte les conditions de travail, par exemple le travail de nuit, l'état de santé et l'âge du travailleur, le handicap, la grossesse, etc., ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Un suivi renforcé s'appliquera quand même aux salariés affectés à des postes à risque pour leur santé ou leur sécurité et celle de leurs collègues ou celle de tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. En matière d'inaptitude, enfin, 2 points sont à signaler. Tout d'abord, les 2 procédures de reclassement qui diffèrent aujourd'hui selon que l'inaptitude a une origine professionnelle ou non sont harmonisées. On ne fera donc plus de distinction selon que l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une situation de la vie courante. Enfin, et pour finir, la contestation de l'avis du médecin ne relèvera plus de la compétence de l'inspecteur du travail, mais de celle du Conseil des prud'hommes, qui sera saisi d'une demande de désignation d'un médecin expert inscrit sur la liste des experts pris à la cour d'appel. L'affaire sera directement portée devant une formation en référé et l'auteur de la saisine devra en informer le médecin du travail. Je vais vous parler d'un sujet émergent, le droit à la déconnexion. La loi travail ajoute en effet ce droit à la liste des sujets qui doivent être abordés dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Ainsi, au 1er janvier 2017, les entreprises devront engager une négociation sur le droit à la déconnexion de leurs salariés. À défaut d'accord négocié sur le sujet, une charte devra être élaborée pour définir les modalités de l'exercice de ce droit à la déconnexion. Mais qu'entend-on exactement par droit à la déconnexion ? La loi travail ne définit pas cette notion. Cette loi précise cependant que la négociation qui porte sur ce droit doit aborder la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Ces dispositifs doivent permettre d'assurer le respect des temps de repos et de congés et d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Selon une enquête réalisée en novembre dernier par le CREDOC, 2 actifs sur 5 se connectent à leur messagerie professionnelle en dehors des heures de travail.
c'est-à-dire les soirs, les week-ends et pendant leurs jours de congé. Cette proportion atteint même 77% pour les cadres. Cette étude illustre à quel point le travail nomade, permis par le développement des outils numériques, a rendu poreuse la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Alors concrètement, que peut contenir l'accord collectif qui porte sur ce thème? Quelques entreprises ont pris les devants en signant des accords sur le sujet. Ainsi, comme l'a fait BNP Paribas, vous pouvez prévoir que les emails envoyés aux salariés sur ses horaires de repos ne soient réceptionnés par lui qu'à son retour au travail. Que risque l'employeur qui ne respecterait pas ce droit? La loi ne prévoit pas de sanctions pour le non-respect à la déconnexion. Toutefois, en cas de contentieux concernant les risques psychosociaux, le juge peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir ouvert la négociation sur ce droit à la déconnexion. En effet, les juges apprécient désormais l'ensemble des démarches engagées par l'entreprise pour prévenir les risques psychosociaux. S'assurer d'une utilisation raisonnable de l'outil informatique permettant la conciliation de la vie familiale et professionnelle du salarié doit faire partie de ces démarches. Pour aller plus loin, retrouvez toutes nos dates de conférences sur elegia.fr.